À l'écoute de Sud FM, 12h dans le studio sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio à la une de l'actualité. Renvoyés sous prétexte d'une crise économique liée à la Covid-19, les 126 travailleurs licenciés de l'hôtel Terrou-Bi continuent la lutte et souhaitent être rétablis dans leurs droits. Ils ont fait face à la presse ce matin. Les détails à suivre dans ce journal avec Adji Fatou Bari. 16 jours d'activisme, 16 jours contre les violences faites aux femmes. Occasion de braquer les projecteurs sur une situation alarmante exacerbée par la pandémie. 243 millions de victimes recensées chaque année. Le secrétaire général de l'ONU réitère et relance l'appel. Redoublons d'efforts pour éradiquer à jamais le fléau de la violence basée sur le genre. L'épineuse problématique des effondrements d'immeubles ressuscités par ce drame survenu lundi à la Médina. L'absence d'expertise et la non-application des textes pointés du doigt. Le président de l'Ordre des architectes du Sénégal réagit. Jean-Augustin Carvalho, vous l'entendrez, il sera l'invité de ce 12h. Et puis sur l'international au Mali, processus de transition, la machine judiciaire est en marche. Des présumés terroristes condamnés et plusieurs enquêtes en cours sur des affaires de corruption. Un sport éliminatoire afro-basket masculin, le Sénégal débute la compétition ce mercredi face au Kenya. C'est à partir de 15h. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter Sud FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec ces 126 travailleurs licenciés de l'hôtel Terrou-Bi de Dakar qui continuent la lutte et accusent le directeur de l'hôtel de les avoir renvoyés à dessein prétextant une crise économique liée à la Covid-19 face à leur situation qui se dégrade de jour en jour. Ils souhaitent être rétablis dans leurs droits au plus vite possible. Adji Fatou Bari, vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour, Babacar Samb. Alors, que peut-on retenir donc de ce point de presse des travailleurs licenciés de l'hôtel Terrou-Bi? Retenez que c'est un véritable cri du cœur qu'ont lancé ces 126 travailleurs licenciés, disent-ils abusivement, par le directeur de l'hôtel, prétextant une situation économique morose des travailleurs qui avaient tous des contrats à durée indéterminée. Et cet argument de crise économique, ils le battent en brèche avec des preuves comme les réfections effectuées dans de nombreux compartiments de l'hôtel, telles les salles de casino, mais aussi la climatisation de 168 chambres de l'hôtel, de la piscine, du restaurant, entre autres donc réfections effectuées, alors que le directeur de l'hôtel parlait de situation économique morose. Alors, ces mauvaises conditions de travail ont été aussi décriées, puisque c'est désormais ex-travailleurs de l'hôtel Terrou-Bi ont été mis au chômage technique pendant 7 mois et ne percevaient que 50% de leur rémunération, alors que l'ordonnance avait fait recommandation d'une rémunération de 70%. Il explique également qu'il n'y a pas de travail pour les salariés encore présents, donc autant de ont été mis à nu. Alors, ces ex-travailleurs puisque donc l'hôtel a continué de se porter garant pour les prêts des travailleurs qu'ils avaient fait au niveau des banques, car ils avaient tous souscrit à des assurances. Les travailleurs ont enregistré des soutiens de taille. C'est le cas de Bahao Djong, secrétaire général de la CNTS-FC Authentique, qui alerte sur la situation qui prévaut dans le monde de l'hôtellerie. Elle prévient d'autres licenciements sont prévus dans de nos cité tout à l'heure lors de la conférence de presse. Guy Marius Sagna également présent lors de cette conférence de presse. Lui appelle donc à une réforme dans le monde du travail, et que ça doit donc commencer selon lui par l'inspection du travail, mais aussi surtout au niveau du ministère du Travail, puisque selon toujours l'activiste, les droits des travailleurs doivent être revus pour justement les mettre dans de meilleures conditions. Donc Babacar, c'est ce qu'on pouvait retenir de cette conférence de presse du collectif des 126 travailleurs de l'hôtel Terrou-Bi qui, disent-ils, ont été licenciés abusivement. Merci à vous, Adji Fatou Bari.
Parlons de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes célébrée ce mercredi 25 novembre. Avant la pandémie dans le monde, environ 243 millions de femmes et de filles âgées de 15 à 49 ans étaient victimes chaque année de violences physiques ou sexuelles, révèle en tout cas la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, dans un message marquant la commémoration de cette journée. La violence à l'égard des femmes et des filles représente un danger planétaire pour les droits humains, déclare le secrétaire général des Nations Unies. Selon Antonio Guterres, l'urgence aujourd'hui exige la prise de mesures par tous, à tous les niveaux et à tout lieu. Le patron de l'ONU réitère et relance l'appel. Redoublons d'efforts pour éradiquer à jamais le fléau de la violence basée sur le genre. Les violences faites aux filles et aux femmes pourraient s'aggraver après la pandémie selon l'UNESCO, car les femmes ont dû être confinées avec leurs agresseurs. Avant la pandémie, environ 243 millions de femmes âgées de 15 à 49 ans étaient victimes chaque année de violences physiques ou sexuelles de la part d'un membre de leur entourage. Selon l'ONG Save the Children, il pourrait y avoir plus d'1 million de grossesses forcées d'ici à 2020 et 2 millions de mutilations génitales supplémentaires dans les 10 prochaines années dans le monde. Ici au Sénégal, 45 violences faites aux femmes sont enregistrées entre mars et octobre par le CLVF. Il faut s'attaquer donc aux causes profondes de ces violences. La communauté internationale appelle à une lutte commune. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, invite la communauté à redoubler d'efforts pour éradiquer à jamais ce fléau. Le Sénégal n'est pas en reste. Durant ces 6 jours d'activisme, les acteurs vont vulgariser la loi criminalisant le viol et la pédophilie du 10 janvier 2020. Hadisen, la CNTS et le Comité national des femmes travailleurs du Sénégal organisent depuis ce matin un atelier sur les violences faites aux femmes pour l'élaboration d'argumentaires pour la ratification de la Convention C190 de l'OIT sur la violence et le harcèlement fondé sur le genre. L'ONG Tostan, qui considère l'excision comme l'une des pires formes de violence faites aux femmes, a capacité 25 jeunes du département de Matam pour faire le plaidoyer sur les méfaits de cette pratique, un fléau qui prospère dans les zones reculées de la région où seront déployés les jeunes ambassadeurs. Abdourahmane Djin. Les mutilations sont considérées comme l'une des pires formes de violence faites aux femmes. C'est dans ce sens que l'ONG Tostan a accentué sa croisade contre l'excision des filles dans les zones de résistance du département de Matam. Ainsi, 25 jeunes venant de 3 communes ont été capacités en droits humains pour stopper le fléau. Abou Diak est le coordonnateur zone nord de Tostan. 25 jeunes des 3 collectivités territoriales ont pu participer quand même à cette activité-là. Et au retour, à partir d'aujourd'hui, nous avons financé les 2 collectivités. Chaque collectivité aura quand même 250 000 pour pouvoir faire des plaidoyers au niveau des villages quand même, là où il y a toujours de la résistance. L'excision est nettement en recul dans la partie nord-est du pays, mais dans certaines bourgades de la région, les filles continuent d'être mutilées en toute clandestinité. La séance de formation offerte aux jeunes ambassadeurs a connu un franc succès, selon le coordonnateur. Tous sont conscients que l'excision est une pratique néfaste. Ce qui m'a beaucoup frappé, j'ai écouté un jeune lors de l'atelier qui disait que moi j'étais pour la pratique de l'excision, mais après la présentation du médecin, j'ai compris les méfaits de cette pratique-là. Donc moi je suis engagé. Je vais sensibiliser d'abord ma famille et aller en village pour sensibiliser. Donc pour moi, cet acte me permet de dire que moi j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé. Les jeunes capacités vont se déployer dans les 2 communes de Bokidiawe et de Nabadi avec une enveloppe de 250 000 francs pour chaque localité afin de contribuer à la fin de cette forme de violence faite aux femmes. Matam, Abdourahmane Dien pour Sud FM. Abdourahmane Dien, parlons tout à fait autre chose. Un enfant a été tué dans l'effondrement d'une dalle à la Médina. Le problème devient de plus en plus récurrent. Plusieurs facteurs expliquent l'effondrement des immeubles. Plusieurs constructions se font sans l'expertise des architectes, ingénieurs et entrepreneurs. Pourtant, ici au Sénégal, il existe des textes. Malheureusement, l'application fait défaut selon le président de l'Ordre des architectes du Sénégal, Jean-Augustin Carvalho. Il est avec El Hadji Malick Ndiaye. Ce problème est dû à plusieurs facteurs, mais on pourra en citer principalement 2 points. Le premier, c'est que beaucoup de constructions dans ce pays se font
sans faire appel à l'expertise des gens habilités dans ce sens, c'est-à-dire l'architecte qui est le concepteur et le premier intervenant du projet. L'architecte d'ailleurs, on l'appelle en termes techniques le maître d'œuvre du projet parce que c'est lui qui fait la conception, assure le suivi des travaux et qui coordonne l'ensemble du processus de construction. Ajouté à cet architecte, nous avons d'autres experts qui interviennent, à savoir l'ingénieur, les ingénieurs, parce qu'il y a les ingénieurs concernant la stabilité, les ingénieurs concernant les lots techniques, et enfin un entrepreneur qualifié pour faire les travaux. Malheureusement, vous voyez, tous ces intervenants dans la chaîne de construction sont la plupart du temps passés sous silence pour des travaux de construction. Et ces travaux, ça va de la plus petite construction à très souvent des immeubles même, ce qui est dangereux et vraiment déplorable. Alors aujourd'hui, quelle est la solution par rapport à ce problème devenu de plus en plus récurrent? La solution, je pense que au Sénégal, nous avons cette chance d'avoir des textes et une réglementation très bien ficelée depuis très longtemps. Malheureusement, c'est l'application de ces textes qui fait très souvent défaut. Je m'explique. Par exemple, dans le domaine de la construction, la réglementation dit clairement que toute construction à travers le pays doit être faite et coordonnée par un architecte. Sans l'intervention d'un architecte dans un processus de construction, d'une part, on ne peut pas obtenir l'autorisation de construire, et si par extraordinaire, une personne réussit à contourner cette règle, il y a des services de contrôle qui sont là pour vérifier est-ce que cette loi a été respectée, sinon elle arrête les travaux. Jean-Augustin Carvalho, président de l'Ordre des architectes du Sénégal, sera l'invité de ce 12h. Parlons justice, affaire opposant la direction du groupe scolaire Dior aux parents d'élèves du établissement. Le délibéré du tribunal de grande instance de Dakar attendu cet après-midi à 15h précises. Les parents continuent de dénoncer l'attitude des responsables de l'école qui, disent-ils, prennent en otage leurs enfants, s'opposant injustement à leur inscription et retiennent illégalement leurs bulletins de notes et certificats de scolarité, documents obligatoire pour effectuer un transfert vers un autre établissement. L'école réclame toujours le paiement des scolarités d'avril à juin. Commercialisation de l'arachide. La campagne se déroule timidement à Diourbel où l'unité industrielle de la Sonacos s'est fixée pour ambition de collecter 40 000 tonnes auprès des producteurs de la région. Le directeur régional du développement rural de Diourbel, par intérim, soutient que toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement de cette campagne. Beydi Diallo demande par ailleurs aux opérateurs privés stockeurs de respecter leur engagement. Nous l'écoutons au micro d'Adam. Pour la campagne de commercialisation, nous espérons avoir de bons résultats. Nous espérons que la campagne de commercialisation va se passer dans de très bonnes conditions. Notre rôle, c'est de superviser, c'est de s'assurer que tout se passera dans de très bonnes conditions. Cette année-ci, la Sonacos va collecter 40 000 tonnes, ce qui est une très bonne chose. Donc nous demandons aux paysans de venir vraiment répondre à l'appel en quelque sorte de la Sonacos. Nous sommes là pour que vraiment tout se passe bien. Nous lançons un appel à l'endroit, n'est-ce pas, de ces OP-là pour leur dire que voilà, tous les OP, n'est-ce pas, qui ont reçu, n'est-ce pas, leurs agréments, qu'ils respectent leur engagement parce que, je le dis ici, notre rôle c'est de veiller à ce que tout se passe bien dans la région. Et donc nous allons faire le maximum des points de collecte pour nous assurer que tout se passe bien. Et voilà, donc s'il y a des opérateurs qui n'ont pas respecté leur engagement, nous allons noter tout cela dans nos rapports et le signaler au ministère de l'Agriculture. Parlons de la Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a rapporté ce mercredi 19 nouveaux cas, des cas testés positifs au nouveau coronavirus, la Covid-19. 13 patients ont été déclarés guéris, tandis que 3 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré hier mardi. Les précisions du directeur de la prévention, El Hadji Mamoudou Ndiaye, que nous écoutons.
Sur 743 tests réalisés, 19 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,56%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 11 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et 8 cas issus de la transmission communautaire ont été enregistrés et répartis entre les Mamelles 3, Dakar Plateau 1, Kaolack 1, Mariste 1, Point E 1 et Thiès 1. 13 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 3 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce mardi 24 novembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 927 cas ont été déclarés positifs, dont 15 540 guéris, 331 décédés et donc 55 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale souhaite un prompt rétablissement aux patients encore restés dans nos services et également à ceux qui sont suivis à domicile. Sud International. Processus de transition au Mali, la machine judiciaire est en marche, des présumés terroristes condamnés et plusieurs enquêtes en cours sur des affaires de corruption. Souri Ibrahim Meiga, explication. Les explications de notre correspondant à Bamako, Souri Ibrahim Meiga, sur le processus de transition au Mali. La machine judiciaire est en marche, des présumés terroristes sont condamnés et plusieurs enquêtes en cours sur des affaires de corruption, nous dit Souri Ibrahim Meiga. La justice malienne a pied d'œuvre contre le terrorisme et la corruption. Après la condamnation de 15 terroristes présumés à la peine de mort mi-novembre, dont Souleymane Keita, impliqué dans plusieurs attaques dans la capitale malienne, notamment celle de Radisson Blu. Le procureur du pôle économique chargé de lutter contre le terrorisme et la criminalité a informé ce lundi 23 novembre avoir envoyé 65 dossiers concernant 85 accusés à la cour d'assises de Bamako, ce qui a abouti, précise le même communiqué, à la condamnation de Fawaz Ould Ahmed, alias Ibrahim 10, et ses différents complices à la peine de mort. Dans la même logique, le procureur a rappelé que les informations judiciaires sont également ouvertes sur les attaques survenues au centre du pays, particulièrement dans les localités de Gossagou et de Sobanda, dans la région de Mopti. Par ailleurs, le pôle économique aussi a indiqué que près de 200 dossiers concernant des détournements dans plusieurs établissements publics font l'objet d'enquêtes. Ces irrégularités constatées, d'après le rapport du vérificateur général, ont causé environ 80 milliards de francs de manque à gagner. Si, pour certains observateurs, la transition montre déjà ses preuves dans le combat contre l'impunité, pour d'autres, elle peine à faire face à la gronde sociale qui s'accentue de jour en jour. Souri Ibrahim Meiga, Bamako, Sud FM. Souri Ibrahim Meiga, en Côte d'Ivoire, le dialogue politique dans l'impasse, les discussions entre le président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié ont pris du plomb dans les ailes et pourtant la dernière rencontre entre les deux figures politiques avait suscité beaucoup d'espoir chez les populations. Et depuis, plus rien, alors que les deux anciens alliés avaient promis se rencontrer les jours suivants. À Abidjan, Justin Assalé. Le dialogue politique entamé en Côte d'Ivoire entre le pouvoir et l'opposition est dans l'impasse après la rencontre entre le président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié et celle entre le premier ministre Ahmed Bakayoko et des membres du Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo. Plus rien ne se dessine à l'horizon, des rencontres qui avaient pourtant suscité de l'espoir chez la population. Outre la levée de blocus chez Henri Konan Bédié, à Souadou récemment chez Pascal Affinguessan, aucune autre condition posée par l'opposition n'a trouvé de réponse favorable. Dans un communiqué, l'UDPCI proteste contre le renforcement soudain du blocus autour de la résidence de son président, Albert Mabritoakus, alors que la communauté internationale appelle au geste d'apaisement assorti d'un dialogue franc, constructif et surtout inclusif
entre le pouvoir et les forces politiques en Côte d'Ivoire. Dans ce même élan, un mandat d'arrêt international et d'extradition est lancé contre l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, contraint donc de quitter le territoire français. Quant à Pascal Afin-Guessan, président du FPI et porte-parole de la plateforme de l'opposition, il est toujours détenu par la justice ivoirienne et avec lui plusieurs membres de l'opposition, dont Maurice Kakougikawe, le secrétaire exécutif du PDCI RDA. Comme on peut bien le constater, la reprise du dialogue politique en Côte d'Ivoire n'est pas pour demain et ce n'est pas la délivrance d'un passeport diplomatique à Laurent Gbagbo qui va relancer les débats. Justin Assalé, Abidjan pour Sud FM. La page sport, c'est avec vous, El Hadj Malick Ndiaye. Bonjour. Bonjour Babacar Sam, une actualité sportive que nous ouvrons par le basket avec les éliminatoires de l'Afro-Basket chez les garçons. Aujourd'hui, 2 matchs sont au programme. Les rencontres la compétition se déroule dimanche au Rwanda, plus précisément à Kigali. On suivra à 15h Sénégal contre Kenya et Angola contre Mozambique. Demain jeudi, on aura également Mozambique contre Sénégal. Le Sénégal qui jouera son 3e match contre l'Angola. Les Lions sont au Rwanda depuis samedi. Nous parlons à présent de football avec la Ligue européenne des champions pour le compte de la 4e journée. Aujourd'hui, on suivra dans la poule A dimanche Bayern Munich contre Salzbourg et Atlético Madrid contre Lokomotiv Moscou. Dans la poule B, on suivra Mönchengladbach contre Shakhtar Donetsk, Inter de Milan contre Real Madrid. Dans la poule C, Olympiakos Manchester City, Marseille contre FC Porto. Et puis dans la poule D, on suivra Liverpool contre Atlanta Bergame, Ajax d'Amsterdam contre Midtjylland. Nous parlons toujours de football avec la Coupe de l'IFOA, avec les derniers matchs de la poule B qui vont se jouer aujourd'hui. Tous les matchs sont programmés à la même heure. On suivra à partir de 16h Guinée-Bissau contre Guinée-Conakry contre Guinée-Bissau. Ce sera au stade Alassane Djigo de Pékin. Et puis à Lat Dior, on suivra Mali contre Mauritanie. Je rappelle que le Sénégal est leader de la poule A. Et la Gambie occupe la 2e place. Les Sénégalais et Gambiens ont déjà validé leur ticket pour les demi-finales. On connaîtra aujourd'hui les autres qualifiés à l'issue de la 3e et dernière journée de la poule B. Babacar. Merci à vous, El Hadj Malick Ndiaye. Sud Midi, l'invité. Il s'agit du président de l'Ordre des architectes du Sénégal, Jean-Augustin Carvalho, avec El Hadj Malick Ndiaye. La rédaction reçoit aujourd'hui Jean-Augustin Carvalho. Bonjour. Bonjour, M. Ndiaye. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'Ordre des architectes du Sénégal. Récemment, un immeuble s'est effondré à la Médina. Le problème devient de plus en plus récurrent. Comment peut-on l'expliquer? Je vous remercie, M. Ndiaye, pour cet entretien. Ça fait bien longtemps que ce problème persiste. C'est un problème récurrent, cet effondrement d'immeubles à travers le pays. Ce problème est dû à plusieurs facteurs, mais on pourra en citer principalement 2 points. Le premier, c'est que beaucoup de constructions dans ce pays se font sans faire appel à l'expertise des gens habilités dans ce sens, c'est-à-dire l'architecte, qui est le concepteur et le premier intervenant du projet. L'architecte, d'ailleurs, on l'appelle en termes techniques le maître d'œuvre du projet, parce que c'est lui qui fait la conception, assure le suivi des travaux et qui coordonne l'ensemble du processus de construction. Ajouté à cet architecte, nous avons d'autres experts qui interviennent, à savoir l'ingénieur, les ingénieurs, parce qu'il y a les ingénieurs concernant la stabilité, les ingénieurs concernant les lots techniques, et enfin un entrepreneur qualifié pour faire les travaux. Malheureusement, vous voyez, tous ces intervenants dans la chaîne de construction sont la plupart du temps passés sous silence pour des travaux de construction. Et ces travaux, ça va de la plus petite construction à très souvent des immeubles même, ce qui est dangereux et vraiment déplorable. Alors aujourd'hui, quelle est la solution par rapport à ce problème devenu de plus en plus récurrent? La solution, je pense que au Sénégal, nous avons cette chance d'avoir des textes et une réglementation très bien ficelée depuis très longtemps. Malheureusement, c'est l'application de ces textes qui fait très souvent défaut. Je m'explique. Par exemple, dans le domaine de la construction, la réglementation dit clairement que toute construction à travers le pays doit être faite et coordonnée par un architecte. Sans l'intervention d'un architecte dans un processus de construction, d'une part, on ne peut pas obtenir l'autorisation de construire, et
Si par extraordinaire, une personne réussit à contourner cette règle, il y a des services de contrôle qui sont là pour vérifier est-ce que cette loi a été respectée. Sinon, elle arrête les travaux. Ces services de contrôle arrêtent les travaux. Qu'est-ce qu'on constate sur les faits, sur le terrain? C'est que très souvent, des constructions, parfois même de grande importance, sont en train d'être érigées. Ces gens qui construisent vous brandissent des autorisations de construire et comme par miracle, dans ces autorisations, il n'y a ni architecte ni ingénieur. Comment se fait-il qu'ils puissent obtenir ce fameux papier? C'est un problème. Donc aujourd'hui, l'ordre des architectes, ce qu'ils demandent n'est pas la mer à boire, ce n'est pas extraordinaire, c'est la simple application des textes qui ont été érigés dans ce pays et que tout le monde doit respecter. Cette application des textes, c'est simplement avoir recours à l'architecte, construire. Toute construction doit obtenir les études techniques d'ingénieurs qualifiés et l'intervention, l'approbation des bureaux de contrôle. Une fois que toutes ces trois étapes seront respectées, je crois que nous aurons des constructions sûres et fonctionnelles. Quand on fait abstraction de ces différentes expertises, c'est le problème que l'on retrouve après. Des constructions qui ne sont pas stables, qui ne sont pas solides, qui ne sont pas sûres et qui ne sont pas fonctionnelles. Quand en pleine journée, vous avez une construction où en pleine journée, on est obligé d'allumer la lumière pour pouvoir travailler à l'intérieur ou vivre à l'intérieur, il y a un problème. Nous avons du soleil, c'est un pays où il y a énormément de soleil. La lumière et la ventilation naturelle doivent accéder dans toutes les pièces d'une construction. Mais si on fait cette construction sans faire appel à un architecte, tous ces problèmes vont se présenter. Nous demandons simplement l'application de textes qui existent. Ce n'est rien de nouveau, c'est des textes qui existent. Si c'est appliqué, je pense que nous éviterons tous ces drames que l'on constate à travers le pays. Vous l'avez dit, M. Carvalho, il faut l'application des textes, mais vous, à votre niveau, quel sera votre rôle? Oui, vous savez, M. Ndiaye, l'architecte, et d'une manière générale, l'ordre des architectes, est en principe le premier payé du ministère et de l'État en matière de construction. Un conseiller, c'est d'abord quelqu'un qu'on écoute et quand il donne des recommandations, on essaie de les appliquer ou au moins de voir dans quelle mesure elles sont crédibles et les exécuter. C'est pour vous dire que quand nous constatons à travers le pays des constructions irrégulières, des gens qui ne sont pas architectes et qui exercent, c'est notre devoir, c'est notre droit d'interpeller le ministère pour qu'il nous accompagne pour mettre un frein à cela. Quand on constate malheureusement qu'il n'y a pas de suivi suite aux différentes alertes que nous faisons, nous sommes obligés de prendre le taureau par les cornes et de traîner la personne en justice. C'est ce que nous avons fait avec quelqu'un. Nous sortons tout juste du tribunal avec lui. Le tribunal, fort heureusement, nous a donné raison, l'a condamné et cette peine, nous espérons qu'elle sera pleinement appliquée par ce dernier. Mais ce n'est pas la dernière opération que nous faisons. Ce n'est qu'un début. Il y a énormément de constructions illégales dans ce pays. Nous allons de plus en plus intervenir dans ce sens et essayer de mettre un frein à cela. Parce qu'il y va de la vie de beaucoup de personnes, il y va de la sécurité et même du portefeuille des gens. Parce que c'est l'économie de toute une vie qui part très souvent en fumée par la faute de ces gens qui ne sont pas habilités à exercer et qui le font, malheureusement, en toute quiétude dans ce pays. Jean-Augustin Carvalho, je vous remercie. C'est moi, M. Ndiaye, c'est moi. Je rappelle que vous êtes le président de l'Ordre des architectes.